Bonjour à tous les amateurs d'esthétique littéraire. La langue française, ses qualités, ses défauts. C'est la lecture de l'ouvrage Le français, dernière des langues par Gilles Philippe, professeur à l'Université de Lausanne, paru aux Presses universitaires de France en 2010, qui m'a incité à créer cette vidéo. Alors, je voudrais ainsi, en tant qu'auteur-déclamateur, préciser mon opinion concernant la langue française sur le plan de l'esthétique littéraire et témoigner des difficultés que j'ai pu rencontrer dans l'écriture ou la déclamation en fonction de la conformation particulière de cette langue. Et ce sera l'occasion de présenter la théorie de l'écriture euphonique comme palliatif pour tenter d'éviter certains défauts originels de la langue s'il est possible. Commençons par un bref synopsis de l'ouvrage de Gilles Philippe qui nous servira de guide. Le français, dernière des langues, est essentiellement un ouvrage d'historiographie qui recense et commente les jugements, en particulier négatifs, émis par les lettrés, les auteurs, sur la langue française. Précisons que ce sont majoritairement des auteurs et lettrés de langue française qui critiquent leur propre langue. Dans une première partie, le repère est essentiellement chronologique et on peut distinguer schématiquement, sans absolu tout de même, différentes périodes qui ont cristallisé le débat sur une langue par comparaison. Plutôt au XVIIe siècle, c'est la comparaison avec les langues anciennes qui domine le débat. Au XVIIIe siècle, la polémique se concentre surtout sur la comparaison avec l'italien, notamment la polémique de Voltaire qui répond à Deodati Dittovazzi. Au XIXe siècle, la comparaison avec l'allemand devient une préoccupation des élites, et notamment avec Madame de Staël. Et au XXe siècle, c'est la lutte contre l'influence de l'anglais qui monopolise le débat. Dans une deuxième partie, l'auteur se livre à une analyse thématique des aspects qui ont alimenté le discrédit du français par ses propres élites. Alors sont développées notamment les questions suivantes. Le français est-il une langue poétique ou apoétique? Est-il musical ou non? Est-il adapté à l'expression philosophique, scientifique ou pas? Est-il une langue abstraite, rigide? Est-il une langue trop analytique? Revenons sur les défauts. Le réquisitoire est sévère depuis La Harpe au XVIIIe siècle jusqu'à Charles Bailly au XXe siècle. J'ai dressé une liste non exhaustive. L'importance des mots grammaticaux, prépositions, auxiliaires, etc. La pauvreté lexicale, c'est-à-dire le manque de vocabulaire. La rigidité, les capacités d'inversion très faibles, la complexité scripturale déphasée par rapport à l'oralité, c'est-à-dire la complexité de l'orthographe, le caractère de langue superficielle qui évoque la surface des choses, l'absence de scansion, la monotonie, l'amélodisme, les ambiguïtés permanentes, les quiproquos incessants, le français qualifié de langue obscure, peu claire, une langue jugée trop analytique, aride, froide, peu littéraire et apoétique. Alors on ne va pas discuter chacune de ces critiques, ce qui nous mènerait trop loin. J'y consacrerai peut-être une ou plusieurs vidéos. Je voudrais plutôt formuler quelques idées générales en tant qu'auteur-déclamateur sur l'esthétique de la langue, les difficultés qu'elle peut poser pour l'auteur ou le déclamateur, et cela en évitant d'entrer dans les détails techniques, conformément d'ailleurs à l'ouvrage de Gilles Philippe. Alors, sans vouloir achever la moribonde qui est déjà bien d'agonie,
Je rajouterai quelques défauts mineurs. Essentiellement, ces défauts concernent l'indétermination orale de la prose par rapport à l'écrit. Contrairement à la poésie, la prose laisse à la discrétion du lecteur de nombreuses indéterminations. Alors ces indéterminations tiennent au système, à mon avis, très contestable des E caducs, qu'on appelait autrefois les E muets, aux liaisons et aux arrêts temporels. La conséquence, c'est que l'auteur n'a pas la maîtrise de son texte, du moins pas totalement, notamment sur le registre de langue qu'il veut imprimer à son texte. Comme palliatif, en prose, l'écriture euphonique propose essentiellement l'évitement des cacophonies, ce qui permet l'évitement des E post-accentuels terminaux, c'est-à-dire les E à la fin des mots après l'accent tonique, et je préconise l'emploi du signe de coupe au lieu de la virgule pour signifier une simple inflexion vocale au niveau des pauses, ce qui a pour but d'éviter les arrêts intempestifs du lecteur. Je vous reporte pour plus d'informations aux articles et vidéos que j'ai publiés en lien ci-dessous. Concernant la poésie, je dois avouer que je ne vois pas tellement de défauts, sauf sur un point, la tolérance aux cacophonies consonantiques plutôt qu'aux cacophonies vocaliques qui s'est instaurée à partir du XVIIe siècle, c'est-à-dire le heurt des consonnes qui a été toléré contrairement à la rencontre des voyelles entre les mots, et à mon avis on aurait mieux fait de faire l'inverse. Quant à la rime en fin de vers, en me livrant à une rétrospective de la poésie depuis le XVIe siècle, j'aurais plutôt tendance à penser qu'elle a joué un rôle négatif. C'est en fait surtout son emploi systématique, constant, que je critique. Alors on a reproché, Gilles Philippe en témoigne, au vers français des appuis toniques insuffisants, variables, anarchiques. À mon avis, c'est plutôt une question d'interprétation orale qui est inadéquate. Et c'est vrai aussi qu'en raison d'un hiatus important entre la scripturalité et l'oralité, c'est-à-dire notamment l'absence de marquage des césures, que les déclamations sont souvent entachées d'erreurs importantes, y compris les miennes d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai adopté, en remplacement des virgules, pour la poésie, les signes de coupe et de césure qui sont utilisés normalement par les universitaires en analyse prosodique. Donc finalement, rien d'absolument fondamental. Tout cela reste une question de forme ou d'interprétation qui ne remet pas en cause la prosodie poétique française. Voilà au final pour les défauts principaux auxquels je me suis trouvé confronté en tant qu'auteur-déclamateur en prose et en poésie. Essayons de voir maintenant si l'on peut trouver quelques qualités à cette gueuse fière qu'est la langue française, selon l'expression de Voltaire. Tentons de ranimer son cadavre si toutefois il bouge encore. Pour cela, continuons de suivre Gilles Philippe dans son ouvrage. Malgré tous ses défauts, le français est une belle langue, finit-il par avouer. C'est en effet sur la seule base de ses sonorités et de sa mélodie qu'une langue est jugée belle ou laide. Page 213. C'est bien cette qualité sur le plan phonique, me semble-t-il, qui permet de sauver la langue française en dépit de tous ses défauts, avérés ou pas. Donc là-dessus, le français est jugé comme une belle langue et c'est précisément ce critère qui fait dire par ailleurs à Claude Agege que l'anglais, à contrario, n'est pas une belle langue.
Alors les qualités du français tiennent certainement à sa fluidité, ses sonorités très douces et en particulier le R qui est non roulé par comparaison. Eh bien, dans les langues européennes, le R est généralement roulé et même en latin et en grec ancien. Et également, on peut citer la remarquable diversité de voyelles qu'il y a en français. Et surtout, les accents toniques très peu marqués du français lui communiquent une impression de noblesse naturelle, me semble-t-il. Et c'est vrai que comparé au français, toute autre langue apparaît toujours plus ou moins proche du terroir. Alors cela n'empêche pas d'autres langues d'atteindre une autre esthétique par des moyens qui peuvent être opposés. Alors l'allemand par exemple, avec ses sonorités plus heurtées, me paraît aussi une très belle langue. Qu'en est-il de l'affect évoqué par la langue française? Alors contrairement à certaines critiques, je ne pense pas que cette langue soit dévolue uniquement à la légèreté. Elle présente des sonorités qui sont nettes, qui sont franches, vives, aiguës parfois, mais aussi des sonorités qui sont pleines, rondes, ce qui permet de se prêter à tous les registres et pas uniquement celui des conversations superficielles. Quelques exemples. Voltaire, à mon avis, a magistralement utilisé la langue française dans la Henriade, poème épique d'esthétique apollinienne. C'est une œuvre, à mon sens, injustement dévalorisée parce qu'on l'a considérée sur le plan idéologique et non pas purement littéraire. Autre exemple, Baudelaire a utilisé la langue française dans le cadre d'une esthétique très wagnérienne, si on peut se permettre ce rapprochement entre expression littéraire et musicale. Hugo l'a exploité selon un lyrisme grandiose dans de vastes poèmes épiques, notamment la Légende des siècles, et là on est très très loin de la légèreté. Enfin, je citerai le comte de Lille, qui lui a communiqué à la langue une âpreté presque barbare dans ses poèmes éponymes, ses poèmes barbares, en particulier son Caïn, qui est peut-être un des plus grands poèmes de la langue française. Alors je voudrais terminer par une idée paradoxale qui est signalée par Gilles Philippe. C'est l'idée selon laquelle, nous dit-il, se développe au XIXe siècle l'attitude suivante. On ne peut faire de la littérature qu'en faisant violence à la langue, c'est-à-dire en créant une langue à l'intérieur de la langue. Cette langue à l'intérieur de la langue, c'est d'abord celle de la littérature par rapport à la langue commune, et plus spécifiquement, me semble-t-il, c'est la poésie. Et j'utilise cette idée comme argument pro-domo, si on peut dire. Chaque auteur doit tenter de hausser la langue en la débarrassant de ses imperfections pour l'orienter vers une forme qui est toujours plus élevée. Alors de ce point de vue, l'écriture phonique que je promeus tente à essayer de renforcer l'esthétique de la langue, alors notamment par une convergence de la prose vers la poésie. Et cette écriture s'inscrit, me semble-t-il, dans le génie propre de la langue française, en gommant ses aspérités et en amplifiant sa fluidité. Merci de m'avoir écouté.